Bornéo, au sud-est de l'Asie, est la troisième plus grande île du monde. Ces dernières forêts protègent une faune rare et étonnante. Et les singes y sont les habitants privilégiés. On ne rencontre les nasiques qu'à Bornéo, le long des rivières. C'est l'heure du réveil. Les bébés sont toujours les premiers à ouvrir les yeux. Pendant que les adultes profitent des quelques minutes de sommeil qui leur restent. Bientôt, les petits auront réveillé tout le groupe. Cela demande plus ou moins d'obstination. Petit à petit, la vie reprend dans l'arbre dortoir du groupe de nasiques. Pour les petits, la journée débute généralement par les jeux. Le bébé mâle a enfin réussi à réveiller sa mère. Mais il n'est pas au bout de ses frustrations. Âgé de 7 mois, il n'est pas encore assez grand pour participer aux jeux de ses aînés. À plus d'1 an, les deux petits perfectionnent en jouant leur habileté à se mouvoir dans les arbres. C'est la base de leur survie car les nasiques sont arboricoles. Ils ne descendent que très rarement au sol. Le petit mâle, lui, ne peut encore se déplacer que dans les bras de maman. La mère, la dominante, donne le signal de départ au reste du groupe. C'est l'heure du petit déjeuner. Pour se nourrir, il faut généralement quitter les arbres dortoirs trop dégagés afin de partir vers des branches plus feuillues. À la tête de chaque groupe de nasiques trône un mâle. Son nez imposant est différent de celui en trompette des femelles. Toujours plus haut perché, il montre sa supériorité tout en surveillant les alentours et les rivaux potentiels. Pacifique et sûr de sa force, il veille généralement sur son harem avec nonchalance. Les femelles dirigent la marche, lui la ferme. L'arbre est choisi. Chacun trouve sa place pour se nourrir. Le bébé découvre avec sa maman les feuilles qui composeront son alimentation future. Ses aînés ont déjà fait cet apprentissage. Ils sont sevrés. Leur régime alimentaire est composé essentiellement de feuilles et de jeunes pousses. Seulement, ce n'est pas facile à digérer. Alors, comme les ruminants, les nasiques possèdent un estomac constitué de plusieurs compartiments. L'un contient des bactéries qui font fermenter la nourriture, l'autre réduit l'acidité. Cela permet d'apporter à l'organisme l'énergétique glucose et d'assimiler les poisons composant certains feuillages. C'est cet estomac qui donne aux nasiques de si gros ventres. Son fils n'est pas encore très habitué à ce drôle de nasique. Il n'a aucune relation avec le mâle du harem, 2 fois plus grand que sa mère. Le gros ventre du père le rend impressionnant aux yeux des petits. Mais surtout, comme son nez, plus il est gros, plus il est attrayant pour les femelles. Il est aussi plus repoussant pour les concurrents éventuels. Le système digestif des nasiques leur interdit les fruits trop sucrés, dont la fermentation leur serait fatale.
Mais le petit déjeuner risque d'être interrompu, non pas par des mangeurs de feuilles, mais par des singes territoriaux, les macaques à longue queue. Le petit macaque apprend d'ores et déjà à s'imposer. Ces rencontres sont fréquentes dans la jungle de Bornéo, et ce sont toujours les nasiques, pourtant beaucoup plus imposants, qui partent. Eux ne défendent aucun territoire. Il suffit de changer de rive. La chute d'un congénère dans la rivière fait hésiter la mère à sauter avec son bébé. Ça y est. Le petit macaque, lui, a plus de 2 ans. Il se déplace sans sa mère et ses congénères sont beaucoup moins pacifiques que les nasiques. Il faut dire qu'ici, les groupes se composent de plusieurs mâles et femelles avec leurs bébés. Alors, ça crée des conflits, dans lesquels le petit mâle est parfois impliqué. Il regagne vite les bras de sa mère. Il existe un système hiérarchique complexe et très important chez les macaques. Les bébés héritent du statut de leur mère. Il faut parfois remettre les plus faibles à leur place et constamment renforcer les liens entre individus du même rang. Le petit mâle est le fils de la femelle dominante et donc toujours respecté. Situé en bas de l'échelle hiérarchique, une autre femelle laisse son bébé pour s'occuper du petit mâle, au plus grand désarroi de sa fille. Le toilettage fait partie des actes qui soudent les liens. Plus les rapports sont proches, plus on se toilette. Et cela ne se passe pas de la même manière selon la position hiérarchique. En jouant, le petit dominant et la petite femelle marquent dès à présent les bases de leur relation sociale. Pour certains, les rapports sont plus tendus. Parvenir à toiletter un dominant est un honneur. Et le temps d'un épouillage, cela permet aux plus faibles de ne pas se faire agresser par les autres. Le petit mâle montre sa force, un peu maladroitement. Pour la petite femelle, mieux vaut retrouver sa mère. Mais lui n'a plus de compagne de jeu. La petite macaque est plus en sécurité dans les bras de maman qui, à son tour, va socialiser. Une femelle parente de la mère a l'autorisation d'épouiller le bébé. Tandis que le petit mâle s'en va, les deux femelles continuent d'affirmer leur bonne relation. Les mâles, eux, pratiquent plus volontiers l'auto-épouillage. Cela fait partie des apprentissages du petit. Mais le mâle dominant du groupe s'éloigne, laissant les femelles à leurs activités sociales. La leçon terminée, le petit a d'autres choses à découvrir en suivant son père. Les mâles parcourent volontiers leur territoire, surveillent, cherchent de la nourriture. Lorsque le dominant approche une femelle, personne ne conteste. Il dispose d'une priorité à l'accouplement. Les autres n'y parviennent qu'en se cachant, tandis que lui est absolument désinvolte et respecté. Même le petit de la dominante craint son père et garde ses distances.
Les regards sont importants dans la communication des macaques. Regarder en face peut être une forme de menace. Après avoir montré son indéniable supériorité, il est temps de se reposer. En gardant un œil sur les alentours et son groupe. Le petit mâle talonne son père tout en explorant son territoire. Mais arpenter son territoire implique aussi de tomber nez à nez avec des créatures parfois surprenantes. Les orang-outans vivent dans la même forêt que les macaques et les nasiques, mais le petit mâle ne les croise pas souvent. Et un orang-outan, c'est impressionnant. Le petit mâle saura rester discret, laissant maman et son bébé de 11 mois à leur intimité. Symbole de la jungle de Bornéo, l'orang-outan est beaucoup plus paisible et fragile que les macaques. La femelle orang-outan n'a généralement un petit que tous les 5 ans. Et chaque bébé est crucial pour la survie de cette espèce menacée qui ne vit qu'à Bornéo et sur l'île de Sumatra en Indonésie. Chez les orang-outans, le seul lien solide entre individus est celui qui unit la mère et son petit. Mais cette relation si forte est quelque peu troublée. Un jeune mâle semble insatisfait. Il est aussi le fils de la femelle. À 4 ans, il a encore besoin de sa mère. Des écarts de naissance de 3 courtes années sont très rares chez les orang-outans. Et la mère n'a Dieu que pour son bébé de 11 mois, beaucoup plus fragile et dépendant. Elle le protège, le nourrit, le réchauffe. La tendresse maternelle rassure le bébé et lui offre la base nécessaire à son développement futur. Mais le jeune mâle n'est pas d'accord. Sevré, le jeune orang-outan doit désormais apprendre à se débrouiller seul. Avant, lui aussi était sur le dos de sa mère. Un moyen d'apprendre à connaître plus d'une centaine de fruits composant son régime alimentaire. Litchi, mangoustan, durian, mangue. Son favori, la figue. Ces singes, les plus grands d'Asie, sont solitaires. Sur un large territoire, un grand mâle réunit quelques femelles avec qui il est le seul à s'accoupler. Mais ils ne partagent pas leurs activités quotidiennes. En dehors des périodes d'accouplement, chacun reste isolé. Seule, la mère vit avec son petit, ou exceptionnellement, ses 2 petits. De loin, le jeune mâle poursuit son apprentissage de l'autonomie et goûte les fruits cachés dans la rivière. Le bébé n'en est pas encore là. Il ne sera définitivement sevré qu'entre 3 et 5 ans. Il a encore quelques 12 années de tétée devant lui. La mère aussi a soif.
Des intrus viennent troubler la tranquillité ambiante. Ce sont les mangeurs de feuilles, les nasiques. L'orang-outan est le plus gros animal arboricole. Malgré une grande dextérité et des années de pratique, la mère a encore parfois des surprises. Les nasiques sont de très bons nageurs. Le son de leur saut vertigineux éloignerait les crocodiles. Mère Nasique se décide. Le petit mâle et sa maman vont pouvoir continuer leurs activités. Les nasiques déambulent chaque jour dans la forêt, au gré des feuillages qu'ils trouvent pour satisfaire leur appétit. Le petit nasique a échappé à la baignade, mais une nouvelle expérience peu réjouissante l'attend. Sa mère le laisse seul et part devant lui. C'est sa première leçon pour apprendre à se déplacer seul. Une leçon un peu ardue. La distance à franchir est étourdissante. Ce sera un premier saut formateur. Et réussi. Enhardi, il part à la découverte de ses congénères. Et n'est pas au bout de ses surprises. Une drôle de scène se déroule au loin. Le petit mâle nasique qui court et rejoint les plus jeunes du groupe pour participer au spectacle de près. L'accouplement des adultes attire souvent la curiosité des plus jeunes qui font tout ce qu'ils peuvent pour interférer. Mission réussie. Le mâle est très contrarié. Le petit repart. Se mouvoir seul dans les branches, goûter ses premières feuilles, tout cela est très excitant. Mais maman surveille de près. Elle a rejoint une autre femelle, mère d'un bébé de plus d'1 an. Bientôt la petite femelle sera sevrée. Elle profite de ses dernières tétées. Ou plutôt, elle essaie de profiter. Généralement, lorsque deux femelles ont de bons rapports, leurs enfants aussi sont proches. La curiosité du petit mâle est exacerbée. Cette autonomie soudaine le rend très effronté. Il est vraiment trop envahissant. La femelle s'est fait comprendre. Chacun rejoint doucement sa maman
et le petit mâle se réfugie bien vite au creux de ses bras. Mais la douceur des retrouvailles ne dure qu'un temps. Un indésirable approche. Un macaque à longue queue, une fois encore. C'est le mâle dominant. Suivi de son fils et de son compagnon de jeu, un autre mâle. Ce n'est pas le moment pour le petit Nazik de poursuivre son exploration du monde et de ses congénères. L'ascension progresse. Les macaques rejoignent l'arbre des Naziks. Les deux espèces dorment chaque soir le long de la rivière, ce qui entraîne parfois une concurrence pour les meilleurs arbres. Tout le groupe s'approche. Tout à fait détendu, le petit macaque se sent chez lui, dans l'arbre où les Naziks avaient pourtant décidé de passer la nuit. Et sans vergogne, il passe devant l'énorme mâle Nazik pour rejoindre son compagnon de jeu. Impassible, comme à son habitude, le chef de harem surveille. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Mais la mère du petit macaque, la dominante, poursuit sa route et se rapproche. Doucement, l'arbre dortoir des Naziks est pris d'assaut. Le petit Nazik, bien calé dans les bras de sa mère cette fois, semble surpris par cette intrusion. L'offensive est lancée. Les macaques sont bel et bien décidés à passer la nuit dans cet arbre confortable. Le petit suit sa mère. Avec son allié, ils acquièrent l'audace caractéristique des macaques. Les Naziks sont sur leur territoire. Pacifiques, les Naziks n'insisteront pas et cèdent leur place. Néanmoins, c'est une situation stressante et ils doivent trouver un autre arbre pour passer la nuit. Les macaques n'hésitent plus. Et les deux petits mâles rejoindront leur mère au sommet de l'arbre, devenu leur territoire. Mission réussie pour les macaques. La mère regagne un nouvel arbre dortoir. Ces arbres dans lesquels se couchent les Naziks sont généralement dégagés. Cela permet au groupe de repérer les prédateurs, aigles pour les petits, léopards, pythons, ainsi que les dangers éventuels tels que les serpents venimeux. De plus, le mâle peut ainsi surveiller l'approche de rivaux potentiels. Tout le groupe suit. Les Naziks sont encore tendus. Alors les femelles se disputent la meilleure place. Si une chose fait toujours perdre sa nonchalance au mâle, c'est l'indiscipline des femelles. Il essaie de faire régner un peu d'ordre dans son harem, sans succès. Petit à petit, tout rentre enfin dans l'ordre. Pour les orang-outans aussi, le moment est venu de trouver une place pour la nuit. Une autre mère orang-outan, une autre solitaire avec un seul petit se prépare, pendant que mère Nazik et son bébé ont retrouvé la sérénité. Eux ne sont pas en conflit avec les macaques et les Naziks, mais le jeune orang-outan de 3 ans a d'autres soucis. Comme ses cousins de la famille des grands singes, gorilles et chimpanzés, caractérisés par leur cerveau plus important et leur absence de queue, les orang-outans construisent des nids pour se reposer. À l'âge d'1 ou 2 ans, les bébés commencent à confectionner avec leur mère ces abris de feuilles
qui leur permettent de dormir confortablement dans les branches malgré leur poids important. Seulement à 3 ans, le jeune mâle n'est pas encore tout à fait au point. Les grands singes ont de manière innée tendance à exécuter cette tâche. Cependant, la technique se perfectionne avec la pratique. Curieux et plein de bonne volonté, le jeune orang-outan a toutefois encore besoin de l'aide de sa mère. Mais maman ne semble pas du tout impliquée. Alors, il faut tenter de la réveiller. Finalement, elle se décide et commence son ascension vers le nid. Le petit va bientôt être comblé. Maman va à son rythme. Leur poids, 40 kg pour les femelles, oblige les orang-outans à se déplacer lentement dans les branches. Une fois au sommet, la mère peut commencer sa tâche. Les orang-outans confectionnent un nouveau nid chaque soir. Pour le petit, c'est un apprentissage, mais aussi un jeu. Les orang-outans, eux, ne dorment pas dans des arbres dégagés et leur nid constitue une protection contre les serpents. Finalement, le petit mâle va pouvoir confortablement s'installer auprès de sa mère pour passer la nuit. Dans moins d'1 an, il dormira seul. Maintenant tout à fait maître des lieux sur l'arbre volé, les macaques socialisent encore un peu avant que chacun ne trouve sa place. Les singes de la forêt de Bornéo peuvent enfin se reposer. Le réveil est difficile. Les singes n'aiment pas la pluie. Les averses sont désagréables et présentent des risques. Elles rendent les branches glissantes. Mais il pleut souvent. Alors toutes les activités s'arrêtent et chacun attend que la pluie cesse. L'orang-outan, lui,
toujours plus malins que les autres, s'improvisent souvent des parapluies. Les bébés s'accordent au rythme des adultes. La verse terminée, le mâle macaque dominant donne le signal. Les activités peuvent recommencer. Le petit mâle y court. Petit à petit, la vie reprend pour tous les singes. Le petit macaque, suivi de son acolyte, poursuit son père. Il n'est pas courant pour le groupe de se déplacer au sol, mais tel semble être le désir du dominant. Le petit s'approche avec prudence, ne voulant pas brusquer la tolérance du puissant mâle. Il est accepté. Les deux petits compagnons peuvent profiter d'un court moment à l'écart du groupe, avec le mâle si convoité. Mais gare à l'insouciance. Le danger n'est pas loin et bien dissimulé. Un python. Le drame fut fatal. La jungle est immédiatement en alerte. Tous les singes s'affolent. Les macaques sont encore plus choqués que les autres. L'un des leurs a été la victime de l'attaque imparable du python. La femelle est morte, étouffée. Plus que les autres encore, Mère Macaque est paniquée. Il s'agit d'une parente, grande compagne de toilettage. Impuissante, elle ne peut approcher l'ennemi. Tous les membres du groupe, petits et grands, s'escriment à crier. Pourtant, ils ne peuvent plus rien pour elle. Résignés, ils se décident à partir loin du danger. Tout le groupe, mères et bébés en tête, gagne l'autre rive. Attentif aux éventuels prédateurs, les crocodiles, le mâle dominant hésite à s'immerger.
D'autres ne prennent pas de risques. Peu rassurés, ils se décident. Choqué, le petit macaque a atteint l'autre rive, mais sa mère tarde à le rejoindre. Mère macaque mettra du temps à quitter les lieux du drame. Patient, son petit attend. Il a plus que jamais besoin de ce point de repère. La mère va pouvoir rejoindre le groupe. Et sans doute rassurer un peu son fils. Mais elle aussi est encore très anxieuse. Le petit mâle orang-outan de 4 ans n'a toujours pas résolu ses problèmes. Sa mère continue à ne s'intéresser qu'à son petit frère, qui a beaucoup plus besoin de ses soins. Le bébé a encore beaucoup de choses à apprendre auprès de sa mère, qui le guide avec beaucoup d'attention. La vie d'orang-outan est complexe et nécessite de nombreux apprentissages, comme celui de connaître la forêt et ses ressources en fonction des saisons. Et l'attention d'une mère qui allaite et protège sa progéniture durant ses premières années est essentielle pour son bon développement et sa survie future. Le petit de 4 ans n'en a pas assez profité, lui. À 3 ans, il n'était déjà plus son centre d'intérêt majeur. 2 années de moins que la moyenne. Et la naissance de son petit frère n'a pas stimulé ses élans d'indépendance. Bien au contraire. Il en récolte parfois quelques bénéfices. Sa mère est encore attentive. Mais le bébé a beaucoup plus besoin d'elle. Au grand désarroi de l'aîné. Les petits commencent généralement à s'éloigner de leur mère à partir de 3 ans pour devenir progressivement autonomes à 7 ou 8 ans. Mais jusqu'à cet âge, mère orang-outan continue à veiller de loin. Les bébés restent accrochés à leur mère jusqu'à l'âge d'1 an et près d'elle jusqu'à plus de 2 ans. Le petit mâle expérimente ses premiers déplacements, seul. Ce sont des exercices dangereux pour les tout jeunes bébés, mais c'est un art fondamental à maîtriser. Bébé s'en sort très bien. Il faudra juste encore quelques années pour parfaire son agilité et développer ses muscles. Qualité que son frère aîné commence à posséder. La séance d'entraînement est finie pour aujourd'hui. La récompense ? Les bras de maman, qui ne peuvent pas accueillir tout le monde. Mais il faut savoir grandir. En s'éloignant, la mère enseigne à son fils aîné l'autonomie dont il devra faire preuve. Il peut la suivre de loin, mais doit se débrouiller seul.
Les années ont passé et les petits singes de la jungle de Bornéo sont devenus adolescents. Le jeune macaque a 5 ans et connaît maintenant les ressources de la forêt, dont les sauterelles. Comme ses congénères du même âge, il s'est éloigné du groupe où il est né. Ils sont dorénavant capables de se nourrir seuls. Les fruits et les graines n'ont plus de secret pour eux. Le jeune macaque n'est pas très à l'aise. Il est loin de la protection familiale. Partout autour de lui vivent des compagnons du même âge ou même plus vieux. Certains sont plus confiants que lui. Il vient tout juste d'intégrer ce groupe de jeunes mâles. Et l'accueil n'est pas des plus enthousiastes. Les associations de mâles sont temporaires. Elles permettent à ces singes sociaux et vulnérables de vivre ensemble avant d'être en âge de se reproduire, vers 6 ou 7 ans. Alors, ils tenteront leur chance dans un nouveau groupe où ils gagneront une position plus ou moins dominante. Pour l'instant, le jeune macaque doit trouver sa place auprès de ceux qui deviendront bientôt ses rivaux. Les jeux entre compagnons ont changé et sont devenus beaucoup plus agressifs. Le jeune mâle n'est pas encore prêt. Ce processus s'établira progressivement. Et en tant que fils de la dominante, il est encore plus tranquille dans son groupe natal. Totalement indépendant de sa mère à présent, il va toutefois retrouver les siens dans un climat plus paisible. Ici, le fils de la dominante n'a pas grand-chose à prouver. C'est l'heure du repos, chacun est à sa place, en accord avec les règles hiérarchiques. Le petit mâle a grandi en toute sécurité dans un groupe qui le respecte. Plus confiant que beaucoup de ses futurs adversaires, il devra toutefois prouver sa force avant d'être un mâle adulte dominant. Le jeune orang-outan s'est finalement résolu à s'éloigner de sa mère dont il n'a pas quitté le territoire. Territoire partagé par d'autres femelles et un grand mâle, son père, qu'il ne connaît pas. À presque 8 ans, le jeune mâle commence à avoir ses premiers désirs sexuels et fait ses premières rencontres. Sa cour, un peu bruyante, réveille le grand mâle. Ses larges disques faciaux signalent son rôle d'unique reproducteur sur son terrain. L'apprentissage de la séduction se déroule bien. La femelle de 10 ans ne paraît pas insensible à ses charmes. Mais le grand mâle est intrigué par ses sons peu appréciables. Avec 1,50 m de haut et plus de 2 mètres d'envergure, il est le maître de la forêt. Le petit jeu continue, mais du haut de son arbre, le grand mâle se met en colère. La jeune femelle réagit immédiatement. Elle sait comment faire pour calmer la fureur du grand mâle. Elle s'approche. Et le ténor n'a plus qu'à attendre. Les premières pulsions sexuelles des jeunes mâles orang-outans sont toujours frustrantes. La femelle poursuit sa route pour répondre aux désirs du grand mâle. Le jeune orang-outan attendra encore 6 ou 7 ans pour se reproduire.
alors que pour la jeune femelle et le grand mâle, le moment de l'accouplement est arrivé. Ce n'est que vers l'âge de 15 ans que le jeune mâle sera en mesure d'afficher le charisme de son père. Le bébé Nazik a quitté le groupe à l'âge de 2 ans. Comme les macaques, il a rejoint une association de mâles célibataires. Sa mère a eu un nouveau bébé, une femelle. Elle a plus d'1 an et maman tente de la sevrer. Il lui est difficile de quitter les tétines de sa mère. Un groupe de mâles approche. Ce sont des juvéniles qui convoitent les femelles du harem. Véritable menace pour le mâle, ils sont source de stress. La mère a récupéré sa fille. Le bébé Nazik a bien grandi, et avec ses alliés, il convoite maintenant les femelles. Le mâle offre à ses adversaires sa plus belle grimace d'intimidation. À la tête du groupe, un gros mâle, véritable rival. Tout le groupe progresse. Et déjà, une jeune femelle s'intéresse aux nouveaux venus. Le jeune désirable reste perplexe, car au loin le mâle du harem a lancé l'offensive. Son arme, l'intimidation. Plus il est gros, plus il est respecté. Mais son poids le rend impressionnant aussi, parce qu'il fait plus de bruit en sautant. L'autre gros mâle accepte le défi, mais le détenteur des femelles se met immédiatement sur une branche plus haute, en position de supériorité. Le combat de grimaces muettes est lancé. Montrer ses atouts fait partie de la confrontation. Le mâle exhibe son gros ventre et son sexe, constamment en érection chez le Nazik. Face à cette situation brutale, la mère a cédé. Sa fille peut téter. Les Naziks ne sont pas seulement pacifiques avec les macaques. L'affrontement ne durera pas et chacun restera à sa place. L'intrus a compris qui était le plus fort. Et le mâle du harem, une fois la leçon donnée, acceptera, sur l'arbre dortoir, la présence du concurrent, remis à sa place. Détendus, tous s'installent pour la nuit. Les pacifiques Naziks et leurs bébés peuvent affronter sereinement l'obscurité de la jungle marécageuse.